une émission proposée par Lanzaribook en partenariat avec Styx Radio. Aujourd'hui, dans Mots et son histoire, je vous propose de continuer le fil du récit. Hier, nous avons vu le XIIIe siècle, où Meaux a été véritablement au cœur des négociations qui ont mis fin à la croisade des Albigeois en 1229. Et à partir de 1284, Meaux a été rattaché au domaine royal. Autrement dit, Meaux est désormais une ville du roi de France. Elle jouit d'un très bon statut, puisque à cette époque, les rois de France sont des descendants directs de Philippe Auguste, qui, je vous le rappelle, est le fils d'Adèle de Champagne, qui était la sœur du comte de Champagne Henri Ier le Libéral, le seigneur de Meaux. Donc les choses vont plutôt bien pour la ville de Meaux. Elle n'est plus une capitale politique, mais elle devient une capitale économique à travers ses foires, et elle devient donc une plaque tournante importante du commerce en Île-de-France. Hélas, le XIVe siècle ne sera pas un siècle de tout repos pour Meaux. Le siècle avait plutôt bien débuté, jusqu'en 1331 tout allait bien, et surtout en 1331, dans la mesure où Philippe VI de Valois, qui est devenu roi de France en 1326, a Meaux dans son estime, même si nous sommes au début de la dynastie des Valois, puisque tous les Capétiens directs descendants de Philippe IV le Bel sont décédés. Eh bien, Philippe VI de Valois, qui est le nouveau roi de France, aime particulièrement Meaux, dans la mesure où il renouvelle le privilège de la cathédrale Saint-Étienne de Meaux pour la poursuite de sa construction. Et là où les choses vont se gâter, c'est avec le début de la guerre de Cent Ans. En effet, la guerre de Cent Ans qui commence en 1337, et elle commence tout simplement parce que le nouveau roi d'Angleterre, Édouard III Plantagenet, entend être considéré comme l'égal de Philippe VI de Valois. Et Philippe VI de Valois commet une erreur monumentale alors qu'il a été choisi comme roi de France par la loi salique, qui est la fameuse loi qui considère qu'on ne peut pas devenir roi de France si on descend par une femme d'un ascendant royal. Ça, c'est évidemment pour protéger le trône de France, qui aurait pu donc être revendiqué par Édouard III Plantagenet, puisqu'Édouard III Plantagenet, lui, était le fils d'Isabelle de France, la fille donc de Philippe IV le Bel. Il descend donc de Philippe IV le Bel par sa mère et d'Édouard II Plantagenet. Mais comme Philippe VI de Valois lui demande de s'agenouiller, le jeune roi de 19 ans, Édouard III Plantagenet, est piqué dans son orgueil. Il décide de déclarer la guerre au royaume de France. Dès lors, Philippe VI de Valois prend l'oriflamme à Saint-Denis, s'ensuit la bataille de l'Écluse, la bataille de Crécy, qui est un échec cuisant pour la chevalerie française, qui se fait laminer par les archers anglais. Philippe VI de Valois meurt en 1350, lui succède Jean de Lebon. Il a le commandement de son armée, commet la même erreur à Poitiers en 1356, et la défaite de Poitiers entraîne une calamité pour le royaume de France. Le roi de France est fait prisonnier par l'Angleterre. Du coup, il n'en faut pas plus pour les bourgeois de Paris de se révolter. Étienne Marcel prend la tête de la révolte, il est le prévôt des marchands. Il décide de chercher à prendre le pouvoir en profitant que le dauphin Charles soit assez jeune,
même s'il est en âge de régner, et qui soit en position de faiblesse par rapport à son armée. Le dauphin Charles, c'est le futur Charles V. On l'appelle le dauphin parce que depuis Philippe VI de Valois, il a été décidé par le roi que tous les fils aînés de France s'appelleraient désormais les dauphins, en référence au Dauphiné. Je vous parle de tout cela parce que c'est fondamental pour l'histoire de Meaux, étant donné que le dénouement de la révolte d'Étienne Marcel se fait à Meaux. Alors, entre-temps, il y a la jacquerie. Alors, qu'est-ce que la jacquerie? Ce sont tout simplement une révolte paysanne, avec à leur tête des paysans armés de fourches qui viennent attaquer les seigneurs qui se terrent dans leur château. Et ces paysans, on les appelle des Jacques, parce qu'ils portent la jaquette, d'où leur surnom péjoratif de Jacques Bonhomme. Surnom moqueur de la part des nobles de l'époque, bien entendu. Les Jacques attaquent donc plusieurs villes en France. Paris est sauvé par les soldats du futur Charles V, le dauphin Charles, et Étienne Marcel est contraint d'aller demander l'asile à Meaux. Sauf que les nobles qui avaient au préalable quitté Paris pour éviter la colère des marchands et des Jacques à Paris, se sont eux aussi réfugiés à Meaux, dont la famille royale du dauphin qui pensait que la ville de Meaux pourrait lui apporter son aide si précieuse, étant donné qu'il avait confiance envers les Meldois. Et Jean Soulas, le maire de Meaux, ne voyait pas d'inconvénient à aider le futur roi de France. Et malheureusement, les Jacques, ainsi que le prévôt des marchands et les marchands, avec à leur tête Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, attaquent la ville de Meaux et se réfugient dans le marché. Jean Soulas ouvre les portes. Dans le quartier du marché, vous avez les nobles qui se font massacrer par les marchands et les Jacques qui sont au centre-ville. Des deux rives de la Marne, l'affrontement est absolument indescriptiblement violent. Le dauphin Charles, apprenant la situation à Meaux, où sa femme et ses enfants se sont réfugiés, décide de faire envoyer Gaston Phébus, le comte de Foix, qui lui est resté fidèle, pour écraser cette révolte et mater cette ville de Meaux qui a fait preuve d'une haute trahison vis-à-vis du fils aîné de France et du roi de France. Tous les bourgeois, y compris Étienne Marcel, sont massacrés ou pendus haut et court. Jean Soulas, le premier, est pendu haut et court. Jean Rose, le bourgeois de Meaux, le bienfaiteur de la cathédrale de Meaux, depuis le début du XIVe siècle, qui a donné tant de subsides à tel point qu'il en a son tombeau et celui de sa femme à la cathédrale de Meaux, est sauvé in extremis de la colère du dauphin et du comte de Foix par les habitants de la ville qui le protègent. Là, c'en est trop. Le dauphin décide que Meaux n'aura plus jamais de municipalité. Et il tient parole. Meaux ne retrouvera sa municipalité qu'au XVIIIe siècle, à la Révolution, en 1791. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain pour la suite de notre aventure meldoise. Et vous allez voir que le XIVe siècle, qui a déjà été très éprouvant pour Meaux,
le XVe siècle n'en sera pas moins terrible. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures meldoises. Cette émission a été réalisée par Lanzaribook en partenariat avec Styx Radio. Je vous rappelle que mon émission est destinée aux personnes à la fois adultes et enfants de toute la famille. Et je vous dis également que mes émissions, vous pourrez les retrouver très bientôt sur ma chaîne YouTube, Benoît Cazaère, un autre regard sur l'histoire. Merci de votre attention. À bientôt.